Je ne me souviens pas de la date de l'audience. Je ne me souviens pas des avis reçus par la poste, des appels manqués, des messages des avocats, ni de grand-chose concernant la semaine précédente. Ce dont je me souviens, c'est du shérif debout dans l'encadrement de la porte et de mon adorable fils qui regardait depuis la dernière marche de l'escalier derrière moi. La véritable blessure n'est pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'est tout ce dont je ne peux pas me souvenir. Qui oublie le jour où il a perdu la garde de son enfant? Quel genre de mère oublie cela? Une mère ivre. Mon fils avait 6 ans quand j'ai raté l'audience qui, en mon absence, s'est soldée par l'attribution de la garde à son père. Ce matin-là, je ne savais même pas que je devais être au tribunal. J'étais déjà trop enfoncée dans l'alcool à ce moment-là, dans le déni, en pleine crise, au plus profond du gouffre, pour réaliser l'importance de ce que j'avais manqué. Nous étions chez nous à Kamloops, en Colombie-Britannique, quand le shérif est arrivé. Moi, avec la gueule de bois et les idées embrumées. Mon fils, encore en pyjama à 14 heures, regardant un film. L'homme se tenait sur le seuil, tenant des documents officiels qui confirmaient ce que je n'avais pas encore compris, je l'avais déjà perdu. Je n'ai pas discuté. Qu'y avait-il à dire? Le shérif m'a remis l'ordonnance. Je n'étais plus légalement autorisée à garder mon fils. Et comme ça, il partait. Je savais que je ne pouvais pas l'empêcher. Je n'ai pas essayé. Je suis restée figée, trop tard, trop honteuse, trop défaite, tandis que mon fils me regardait. Confus, effrayé, silencieux. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il savait que quelque chose s'était cassé. Et c'était moi qui l'avais laissé se briser. Le jugement de garde m'a déclarée inapte. Mais ce regard sur le visage de mon fils montrait quelque chose de bien pire le moment où un enfant commence à comprendre que sa mère ne le protège pas. Ni du système, ni d'elle-même. C'est le moment que j'aimerais pouvoir oublier, mais que je n'oublierai jamais. Je ne me suis pas battue pour lui à ce moment-là. Je ne pouvais pas. Je n'avais même pas les pieds sur terre. Mais je le ferai plus tard. Je lisais les livres de Franklin la tortue, au moment du coucher. Je ne savais pas que je portais en moi ce trouble fuyant et impitoyable, et que le tumulte émotionnel de la fin de mon mariage allait le libérer. Au début, c'était un verre de vin au coucher, puis 2, 3, puis bouteille après bouteille. Bientôt, des trous noirs fréquents, me réveillant sans savoir à quel point j'avais échoué la veille. À l'époque où mon fils a eu 9 ans, j'étais sobre, de justesse. J'avais quelques mois de rétablissement derrière moi, et une lueur d'espoir devant moi. Je vivais dans un studio en sous-sol loué, fauché, et j'essayais de me frayer un chemin à travers un processus judiciaire que je ne comprenais pas totalement. Nous avions des visites supervisées un week-end sur 2, dans des salons neutres au mobilier usé, dans des parcs aux espaces verts désolés qui semblaient imiter le vaste fossé qui nous séparait, et sur des aires de jeu trop joyeuses pour ce que nous portions en nous. Il entrait comme un étranger, poli, sur ses gardes, cherchant des indices sur qui j'étais devenue. Il ne se souvenait pas de la mère qui cuisinait des mets fins ou lisait, Franklin la tortue. Il se souvenait du chaos, des dîners manqués, des matins où je n'étais pas tout à fait là. Plus tard, quand nous n'avons plus eu besoin de la présence d'un superviseur, ce que j'ai d'abord revendiqué comme une victoire juridique, les visites semblaient toujours guindées, fragiles. Notre première heure était toujours prudente, la deuxième plus détendue. Mais dès la troisième ou quatrième heure, son anxiété revenait, un malaise à l'idée de trop baisser sa garde. Nous ne pouvions pas rire trop fort ni devenir trop proches. Nous passions tellement de temps à essayer de nous rappeler qui nous étions l'un pour l'autre que nous arrivions à peine
à simplement exister ensemble. À ce moment-là, j'étais totalement sobre, mais j'en faisais trop. Mon sourire était trop large. J'expliquais trop les choses. Je le regardais comme si je le suppliais de voir à quel point je l'aimais. Mais un amour qui s'accompagne d'excuses dans chaque regard est une chose bien lourde à confier à un enfant. Le véritable effondrement s'est produit silencieusement, au ralenti. Il est devenu plus distant. Son sourire s'effaçait rapidement. Chaque moment d'affection semblait lui coûter quelque chose au moment de nous quitter. Et finalement, le coup est devenu trop élevé. Il a cessé de répondre à mes appels. Il a cessé de sourire. Il a cessé de regarder en arrière. Et je ne pouvais pas le détourner de ses propres réflexes d'autoprotection. J'avais placé tout mon espoir dans les tribunaux. Comme tant de parents, je croyais que si je disais la vérité et suivais les règles, le système m'aiderait à arranger les choses. Mais le tribunal de la famille n'est pas conçu pour la réparation. Il désigne des gagnants et des perdants. Et quand un parent gagne, l'enfant perd toujours quelque chose. Je pensais que le combat était ma façon de prouver que je l'aimais. Mais me battre ne l'a pas ramené. Cela n'a fait que l'éloigner davantage. Et puis, un jour, alors qu'il avait 12 ans, il l'a dit, « Je ne t'aime pas. Je ne veux plus jamais te voir. » Pas de haine, pas de colère. Juste la platitude définitive d'un cœur trop fatigué pour continuer à essayer. C'est là que j'ai arrêté de me battre. Je n'ai pas abandonné. J'ai changé d'approche. J'ai cessé de penser que l'amour était quelque chose que je devais prouver avec des documents judiciaires, des visites supervisées et des frais d'avocat. J'ai arrêté de traquer tous les moyens possibles pour lui faire voir que j'avais changé. J'ai commencé à me concentrer sur le fait de changer réellement. Je suis restée sobre. Je suis restée stable. Je suis restée disponible. J'ai appris à ne pas combler le silence avec des explications ou des excuses. J'ai arrêté d'essayer d'arranger les choses et j'ai commencé à être présente de manière discrète, invisible. Et avec le temps, la texture de nos contacts a commencé à évoluer. Nous avions toujours la visite occasionnelle, l'appel pour l'anniversaire, les prises de nouvelles attendues qui avaient toujours semblé un peu chorégraphiées. Mais maintenant, quelque chose d'autre commençait à faire surface. Subtilement. Lentement. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il s'est aventuré dans le monde pour la première fois. Et peut-être que cela lui a permis de changer sa façon de me voir, et de réaliser qu'il portait en lui un manque. Une douleur sourde qui n'était jamais partie. Et d'une certaine manière, il a commencé à reconnaître ce que j'avais offert dans ce changement crucial, ma présence sans exigence, ma douce persistance, ma volonté d'attendre, sans pousser. Et j'ai su à ce moment-là que j'étais redevenue quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. J'avais 2 enfants plus jeunes, ses demi-frères et sœurs, qui connaissaient son nom depuis qu'ils étaient en âge de parler, qui demandaient souvent de ses nouvelles et qu'il avait vu peut-être une fois par an, alors qu'ils grandissaient tous, séparés. Quand il m'interrogeait à son sujet, je répondais doucement, sans arrière-pensée. Et quand il est revenu, ce n'était pas pour réclamer quelque chose de perdu ou pour prétendre que rien ne s'était brisé. Il n'est pas revenu vers une maison, un emploi du temps ou une version de moi figée dans ses souvenirs. Il est revenu vers la mère que j'étais devenue, celle qui portait la vérité de notre histoire et n'essayait pas de la réécrire. Il n'est pas revenu pour recommencer, mais pour commencer à nouveau. Comme deux personnes façonnées par la distance, le chagrin et un amour qui avait perduré sous tout cela. Nous n'avons pas repris à zéro.
Nous avons avancé, avec ce qu'il restait et ce que nous étions prêts à construire. C'était il y a 4 ans. L'amour, et particulièrement l'amour maternel, se trouve rarement dans des documents judiciaires ou des calendriers de visite de week-end. Il se trouve dans le choix tranquille de rester stable, de guérir sans avoir besoin d'être vu, d'aimer sans exiger d'amour en retour. Le système juridique peut tracer des frontières, mais il ne peut pas reconstruire la confiance. Il ne peut pas éduquer. Il ne peut pas annuler une rupture de lien. Il ne peut pas porter le cœur brisé d'un enfant comme une mère doit finir par apprendre à le faire. Patiemment, silencieusement, au fil du temps. Ce travail est le nôtre. Et ce que j'ai appris, c'est ceci: on ne regagne pas son enfant en prouvant que l'on a raison. On gagne son retour en devenant une personne sûre et stable vers laquelle il pourrait avoir envie de revenir quand le bruit finit par se calmer. Il n'est pas revenu parce que j'avais gagné. Il est revenu parce que j'avais fait de la place et que je l'avais gardé au chaud jusqu'à ce qu'il soit prêt.